T'es sûr? Je pense que c'est la majorité des gens consomment des drogues parce que pour célébrer, pour faire la fête, pour créer du lien social, parce que les effets sont agréables. Donc ça, c'est la majeure partie des personnes qui consomment le font pour le plaisir. Puis il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses pas très agréables dans leur enfance, dans leur vie en général, des violences, inceste, viol, du rejet, euh, donc qui font qu'à un moment, elles rencontrent un produit et ce produit les soulage et atténue une douleur. Donc ça permet d'oublier un petit peu la situation dans laquelle on est. Et puis je dirais, la troisième, peut-être par curiosité, pour voir ce que ça fait, et peut-être aussi lié à la question d'interdit. Euh, Ma première fois, c'était chez des potes, à une soirée. Simple, on avait pris pas mal d'alcool. On avait pris la bœuf, etc. Voilà, c'était ma première fois. Non, j'ai jamais essayé de prendre de la drogue. Ça me dit rien. J'allais avoir 13 ans et on s'est retrouvés avec des potes comme ça. On était tous posés et il y en a un qui était un peu plus grand que nous. Il a dit ouais, j'ai trouvé ça, j'ai ramené ça, tchac, je l'ai pris à mon frère. On lui a dit vas-y, c'est quoi être ça? Il nous a expliqué, mais on savait déjà un peu tout ce que c'était, mais voilà quoi, pas vraiment. Lui s'y connaissait mieux. On a roulé, on a fumé, j'étais dégommé, j'ai vomi et voilà. Mais j'ai kiffé ce que j'ai eu. Ça ne m'a jamais intéressé, ça m'a jamais. Je connais, enfin, on m'en a déjà parlé, ça ne m'a jamais donné envie. Ça ne m'intéresse pas. Je n'en ai jamais prise et je n'en prendrai jamais. Ayant déjà vécu énormément de choses dans ma vie, j'ai vraiment pas envie de retomber dedans. Donc je vais tout faire pour éviter. Moi, je me la procure voilà, par des gens que je connais, des connaissances. Et voilà, je l'ai à des prix différents. Mais déjà, en fonction de la dose de THC, de comment elle est la bœuf, le goût qu'elle a, tout. Et aussi de la quantité que tu achètes. Si tu achètes de la baie de bœuf à un mec que tu as à 10 euros le gramme, à peu près comme tout le monde, on va dire, bah, si tu l'achètes à 200, bah, tu vas l'avoir à 5, 6 euros. Un truc comme ça. Tu peux déjà avoir des bons prix. Donc ouais, c'est plus intéressant des fois d'acheter en gros. Est-ce que toi, tu as un rituel avec la cigarette? Oui, le matin, quand je me lève, c'est mon café et la cigarette. Moi, ma drogue, c'est courir, faire du sport, faire physiquement tout ça. Donc, ma drogue, c'est ça. Mais ceux qui le prennent, deux fois, moi-même, je me pose la question, pourquoi vous prenez ça pourquoi? Que non, écoute Christophe, on le prend parce que ça fait du bien. Donc il y en a qui sont dépendants au café, donc le café peut être vu comme une drogue, d'autres à la cigarette, donc la cigarette peut être vue comme une drogue, d'autres au coca, donc le coca peut être vu comme une drogue, le sexe aussi, enfin voilà. Ah bon, on parle beaucoup plus des gens qui ont des problèmes d'addiction que de ceux qui n'en ont pas. Ah oui. Et donc, alors qu'on évalue à 10 à 20% de personnes qui consomment des drogues et qui ont un problème d'addiction, qui sont dépendants. Ça laisse quand même 80 à 90% de gens qui n'ont pas de problème, qui arrivent à gérer ça, qui consomment le week-end, qui espacent leur prise, qui le font dans des conditions bien précises. Ah, je vais sortir à tel endroit, je vais prendre tel produit, et qui se donnent le temps de se reposer, et qui ont des vies tout à fait normales, hein, qui ont un travail. Enfin, si par normal, on entend avoir un travail, des enfants, payer ses impôts, alors oui, il y a plein de gens qui le font. Puis il y a encore une autre question, c'est la liberté individuelle. C'est le droit à disposer de son corps. Donc, a priori, il y a des gens qui consomment des produits sans poser des problèmes à la société. Et s'ils ont des problèmes, c'est à eux. Et donc, on se pose la question de, alors pourquoi ils ne sont pas en droit de consommer des produits, même s'ils sont interdits? Jérémy. Moi personnellement je consomme pas, mais je sais bien que comme première drogue il y a le cannabis, la cocaïne, ouais, je sais pas trop. Connais-tu les effets du cannabis? Bah ouais, certains m'ont dit qu'en vrai ça était plus apaisé, plus calme, et ça leur permettait de plus réfléchir. D'autres qui m'ont dit que c'était juste pour la défense, tout ça. D'accord. Et que penses-tu des personnes qui consomment ce genre de produits? Bah moi personnellement je consomme pas, donc voilà, mais je raconte
veulent, je suis pas dans le jugement, elles font ce qu'elles veulent et voilà quoi. D'accord. Tu m'as parlé également de la cocaïne. Moi je la consomme pas parce que c'est un truc que je sais c'est hyper néfaste pour la santé, etc. Donc du coup, franchement, ça m'intéresse. Si vous ne savez pas gérer votre émotion, votre groupe il va très très vite vous dire désolé Yann, mais on ne peut pas te garder dans le groupe parce que tu pleures tout le temps, tu es en colère tout le temps, ou tu rigoles tout le temps. Et c'est insupportable quelqu'un qui rigole comme ça tout le temps. C'est quoi cette joie quoi? Arrête d'être joyeux, etc. Donc la société va très vite nous renvoyer un message très clair qui est de dire gère tes émotions, sinon on ne sait pas fonctionner en groupe. Mais aujourd'hui, on est dans une société de plus en plus individualiste. Alors je dis aujourd'hui, mais évidemment c'est une construction qui s'est étalée sur des dizaines, voire des centaines d'années. Hein, la religion n'est plus quelque chose qui structure la société, ni même la famille élargie. Il n'y a plus que la famille qu'on appelle la famille nucléaire, etc., ce qui fait très peu d'individus. Et donc on est dans une individualisation de plus en plus forte, ce qui ne favorise pas la gestion des émotions, et qui donc, quelque part, quand je n'ai pas appris ça, je dois avoir recours de plus en plus à des substituts. Qu'est-ce qui se cache derrière un comportement de consommation? Il y a toujours une motivation, il y a toujours un pourquoi. Et ça a l'air de rien comme question, mais elle est fondamentale parce que notre société ne prend pas cette question en compte. Elle nous dit, mais au fond, c'est le produit qui explique sa propre consommation. C'est comme si, il y a un produit là et que vous sautez dessus, c'était impossible, il n'y avait pas véritablement de raison. Et ça, c'est une manière, évidemment, de ne jamais rien comprendre au phénomène de consommation de drogue. Il y a toujours une raison derrière. C'est ça qu'on essaye d'expliquer. On peut être dépendant à plein de choses. Hein. Nous, les humains, on est vraiment des êtres interconnectés les uns aux autres. Et donc, on est dépendant à d'abord cette connexion. Et cette connexion, elle est tellement importante pour nous que c'est ça qui va être le moteur de toutes nos consommations de drogue, etc. C'est pour continuer à être dans le lien. Il y a les produits légaux et puis il y a tous les produits illégaux, mais il y a aussi aujourd'hui et de plus en plus, on parle de tout ce qui est comportement addictif. Hein. Tiens, je suis addict aux jeux, aux réseaux sociaux, au sport, aux achats compulsifs, etc. Et derrière tous ces comportements, il y a vraiment des motivations extrêmement importantes qui touchent finalement à notre humanité. Oh putain, je suis trop défoncé. Ouais, c'est bien Yann, tu viens de prendre de la bœuf. T'es bien, t'es dans tes pensées, tu planes, t'es tranquille. Mais si t'essayais la cocaïne, mon pote, dis-toi qu'avec la cocaïne, tu vas te sentir beaucoup plus puissant, voire limite invincible. Dis-toi que tes soirées, mon pote, tu veux être avec une fille, tenir plus longtemps? Pas de souci, tu te pousses de la coke dans le nez, mon pote. Tu veux venir en soirée plus longtemps? Tu prends une raille, mon pote, c'est comme ça que ça se passe. Tu verras, goûte à la cocaïne. Prends de la cocaïne une fois dans ta soirée et tu verras, ta soirée, elle se passera comme sur des roulettes, mon pote. Ouais, c'est bien, avec la coupe, tu te sens super puissant, je sais pas quoi, mais moi je te propose un vrai truc, un vrai trip que tu vas te prendre juste en mangeant une boîte de champignons, ça coûte rien, c'est 22 €, tu vas être là, tu vas rigoler toute ta soirée, tu vas voir le visage de tes potes déformé, tu vas regarder un film, tu vas flasher comme t'as jamais flashé, tu vas voir des couleurs sortir de la TV, tu vas regarder tout autour de toi, tu vas jamais avoir vu la pièce comme ça, même si c'est ta chambre, tu l'auras jamais vu dans le même état que tu la vois sous champignons, t'es là, franchement, tu te sens vraiment hyper relax, t'as pas de prise de tête, c'est pas néfaste pour ton corps, c'est vraiment que du bon. C'est même certains traitements dans des pays et tout ça, tu l'utilises pour des traitements, pour des gens dépressifs, pour tout. Tu te sentiras autrement, tu auras une autre vision de la vie carrément après. Il y en a qui ont arrêté de consommer depuis plusieurs années, je pense, grâce au fait qu'ils aient retrouvé une place un peu dans la société, dans un centre de jour, et où ils ont retrouvé une espèce de stabilité qui est venue remplacer ce besoin de consommer. Un au-delà de juste l'arrêt physique, le sevrage physique, qui dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas compliqué d'arrêter la drogue. Arrêter la drogue 1 mois, arrêter la drogue moi demain, je rentre à l'hôpital, ils me disent en 1 semaine, je suis sevré de mon alcool. Et puis quoi? Après, qu'est-ce qu'on fait?
L'usage de la feuille de coca dans les Andes, donc en Amérique du Sud, existe depuis des milliers d'années. Le cannabis et l'opium aussi, on retrouve des traces en Chine, au Japon. Donc de tout temps ça existait, mais c'était encadré d'une manière rituelle, religieuse. Et puis, donc je dirais que l'être humain, on pourrait dire que ça fait partie de l'être humain de vouloir s'échapper. Les psychédéliques sont vraiment en voie d'être de plus en plus utilisés en psychothérapie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé à l'ayahuasca des propriétés pouvant aider les gens qui souffrent d'addiction, héroïne, cocaïne notamment. Et donc ça permet, donc finalement, d'autres produits psychotropes peuvent amener à sortir d'addiction de certains produits. Mais il y a l'ayahuasca, mais il y a de plus en plus maintenant de thérapies où on utilise la MDMA, l'ecstasy, le LSD ou les champignons hallucinogènes. J'avais quand même un peu le trac, quoi. Ça se passe de façon assez simple, on est quoi, une quinzaine, vingtaine, à se retrouver généralement à la campagne, dans un endroit isolé. Et on se retrouve donc dans une pièce à la tombée de la nuit, en cercle. Et puis il y a donc le chaman qui arrive. Et le chaman, il est assisté de 2 ou 3 personnes qui nous aident à... si on va pas bien, quoi, au cours de... Voilà, on est assisté, en fait. D'autant plus que c'est une plante aussi qui purge. Et la purge se fait beaucoup par le vomissement, jusqu'à sortir tout ce qui va pas de soi, de sa vie, tout ça. Et puis assez vite, au bout de 10-20 minutes, il y a les premiers effets qui arrivent. Et là, ça devient quand même un peu difficile à expliquer. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie, hein, de toute ma vie. Tu rentres dans un autre univers, en fait, une dimension parallèle, quelque chose comme ça. On arrive toujours avec des intentions. Et moi, je dois dire quand même, à chaque fois, il ne s'est pas du tout passé ce que j'imaginais qu'il se passerait, en fait. Et je pense notamment à la 3e fois, qui a été beaucoup moins agréable, hyper violente, très très difficile. Enfin, j'avais l'impression en gros de me noyer en fait dans les pensées. Et pendant toute la nuit, la plante m'a appris en fait tout simplement à respirer, inspirer et expirer. Et grâce à ce mécanisme, de me sortir du mental et de mes pensées. Moi, je conseillerais pas ça à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment y aller que si on le sent. Parce qu'effectivement, c'est vraiment pas anodin. Moi, c'est l'effet, par exemple, d'une psychothérapie en une nuit. Enfin, c'est aussi merveilleux que violent. Et le discours, c'est dire oui, d'accord, mais c'est pas si dangereux parce qu'il y a le chaman à côté, parce qu'il y a des assistants, parce qu'on n'est pas tout seul. Alors oui, c'est vrai, mais bon, quand même, le voyage, même s'il y a des gens autour de nous et qu'on n'est pas tout seul, le voyage, on le fait quand même tout seul, quoi. Et c'est pas rien. Il y a aussi des dérives possibles. On commence à prendre de l'ayahuasca un peu partout en Europe. C'est pas mal aussi de laisser aux peuples autochtones leurs plantes et leur savoir aussi. Il y a les drogues légales, évidemment, hein, tous les antidépresseurs, les anxiolytiques, etc. Et comme par hasard, leur consommation est en augmentation fulgurante. Parce que ce sont des produits drogues, c'est-à-dire des produits qui vont avoir un effet sur le mental. Et cet effet, c'est essentiellement des effets de gestion d'émotions. Ne pas prendre un antidouleur quand j'ai pas mal, ça n'a aucun effet. Par contre, là où la douleur est permanente, c'est les douleurs psychiques. C'est la douleur de ne pas avoir été aimé par sa mère. Ça, c'est une douleur terrible et qui vous accompagne toute votre vie. Donc, on met en œuvre des mécanismes pour enfuir tout ça. Et en même temps, cette douleur, elle est là et on ne sait pas d'où elle vient parce que tout ça est bien caché. Voilà.
Et ça, c'est des mécanismes qui font qu'on consomme des antidouleurs sans trop savoir, etc., etc. Et donc c'est là où on rejoint les motivations et où le travail sur les motivations est super important. Nous, on se rend compte que pour beaucoup de patients, c'est plutôt une solution. Et donc, comment faire avec eux pour inventer une autre solution et créer peut-être une autre solution, mais pas juste enlever leur solution et se dire ça va aller. Il faut qu'eux trouvent à un moment donné quelque chose d'autre qui vienne faire effet aussi puissant que ce qu'a fait comme effet leur consommation. Que ces patients puissent retrouver un transfert, une confiance en l'être humain et qu'ils puissent alors dire à un moment donné « Merde, j'ai difficile, merde, je m'en sors pas. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui va vous soutenir le plus? D'aller à l'hôpital, d'arrêter ici, Et on va chercher ensemble. Et bien souvent, de laisser cette porte ouverte là, ils ont les idées de comment ça va aller pour s'en sortir. Il y a des tas de drogues dont on nous dit oui, pharmacologiquement, par exemple, c'est tel effet. Mais si pour un consommateur, ça répond à un besoin, à un effet, il y a des gens, on était assez étonnés, une personne en tout cas qui nous a dit « Ah oui, moi je prends de la cocaïne parce que ça m'aide à dormir. » Mais la cocaïne n'a pas du tout cet effet-là. Mais pour cette personne-là, pour une raison hyper que personne ne comprend, mais en tout cas lui, l'effet c'est que ça l'aide à s'endormir. Voilà, ça c'est pour ça, cet exemple, c'est pour montrer que l'effet, même l'effet, il va être dépendant de ce qu'en attend la personne. Donc c'est une construction souvent assez compliquée, mais l'effet pharmacologique, c'est une chose, et l'effet sur les gens, c'est encore une autre. Moi, voilà, je fume pour être tranquille, vraiment parce que limite, ça a même un effet un peu médical. Oui, ça peut être un médicament pour certaines personnes qui ont eu des maladies, des accidents. Ça peut être un médicament, oui. La morphine, pour un but thérapeutique, ça peut extrêmement aider. Je pense que le cannabis peut être légalisé, mais il faudrait une ordonnance. La bœuf aussi. Parce que la bœuf, beaucoup de gens disent que ça les aide à sortir mieux et tout. Mais le problème, c'est que si elle est légalisée, tout le monde pourra en avoir. Et la bœuf peut faire énormément de ravages. Finalement, la guerre, ce qu'ils ont appelé aux États-Unis la guerre aux drogues, qui est plutôt une guerre aux drogués, en fait, ça a fait plus de morts que les drogues elles-mêmes. Les gens, dans certains pays, se font assassiner parce qu'ils consomment des drogues. C'est le cas aux Philippines, où le président a dit que tous les consommateurs devaient être tués. La Hollande est quand même un pays européen qui, dès 1976, a autorisé la vente de cannabis dans des magasins spécialisés. Mais il faut savoir que les gérants de ces magasins devaient aller s'approvisionner auprès des mafias. Parce que donc ils avaient toujours un contact avec des mafias. Et là, maintenant, la Hollande a décidé de commencer des projets pilotes de production par ville. Vous pouvez, au Portugal, avoir une certaine quantité de drogue, toute drogue confondue, sur vous. Et en cas de rencontre avec la police, on vous renvoie plutôt vers une chambre de dissuasion. Et donc, on vous fait rencontrer des psychologues, des médecins, des assistants sociaux, pour évaluer avec eux votre état de consommation, si vous avez des problèmes d'addiction, si vous êtes bien inséré dans la société ou pas. Et donc, en fait, ils ont sorti vraiment la consommation, l'usage de drogue du droit pénal. Et donc, on n'est plus criminalisé automatiquement pour usage. Et il y a d'autres pays où c'est plutôt la prison ou des amendes. Alors, on se pose la question, s'il y a quelqu'un qui consomme un produit, même s'il est interdit et qui ne pose pas de problème à la société, pourquoi l'ennuyer ? Et si les gens ont des problèmes d'addiction parce qu'ils consomment, alors pourquoi les punir alors qu'on pourrait les soigner ? Et le Mexique veut aussi légaliser, donc vraiment partout dans le monde, on se rend compte que en fait, plus on interdit, moins ça sert. Et donc, je me dis que la Belgique, à un moment donné, va devoir se positionner. Alors, il y a aussi des problèmes en termes de justice.
Donc on se rend compte que bien que l'usage de drogue est un phénomène qui est partagé par toutes les classes sociales, donc des plus pauvres aux plus riches, il y a des gens qui consomment des drogues. Il faudrait réfléchir un petit peu comment fonctionne la police. Et donc effectivement, la police est plus encline à aller voir ce qui se passe chez les petits dealers de certains quartiers que d'aller voir chez des riches bourgeois dans d'autres quartiers. Et donc, on appelle ça une justice de classe. Plus il y a une pression de la police contre les trafiquants, plus les trafiquants développent des stratégies pour éviter les arrestations. Et puis ils doivent corrompre des politiques, des gens qui travaillent dans les ports, des gens qui travaillent dans les aéroports. Enfin, c'est de la corruption à tous les étages, quoi. À qui ça profite ce type de législation? La réponse est dans la question, c'est-à-dire à tous les organismes de contrôle. Si un pouvoir politique, ça l'intéresse d'être autoritaire, de ne pas avoir de contre-pouvoir, la peur est toujours une bonne manière et donc on fait peur grâce à la drogue. Tous les instruments de contrôle, police, douane, tout ça sont des institutions qui profitent de ça beaucoup passionnément, évidemment. On n'empêchera jamais la vente de drogue parce que les gens en ont besoin. C'est ça le moteur fondamental. Ça ne sert à rien de mettre en prison tous les vendeurs puisque le besoin est là. Donc au plus on met des gens en prison, au plus l'effet c'est que le prix de la drogue augmente. C'est le seul effet. Et donc les trafiquants augmentent au plus ils vont en prison, au plus ils gagnent. Donc on est dans un truc de fou. Donc il faut arrêter ce truc. C'est un cercle totalement vicieux et tout le monde le sait et on ne change pas. Donc de nouveau, c'est comme disait Einstein, tant qu'on fait les mêmes causes produisent les mêmes effets, et croire que les mêmes causes vont produire des effets différents, c'est le nom que lui donnait à la folie. Donc on est dans une société tout à fait folle où on dit à plus poursuivre les trafiquants, on va régler le problème. On l'augmente à chaque fois. Félicite-toi. Il y a des patients qui consomment parfois depuis de nombreuses années et qui ont fonctionné très très bien dans la société, qui ont eu un travail, qui ont continué à avoir, qui ont eu une famille, qui ont eu des enfants, qui ont eu un parcours professionnel intéressant, tout en consommant peut-être beaucoup de cocaïne, du LSD, des drogues, de l'alcool, et que ça a opéré jusqu'à un point de bascule à un moment donné où ça fait un petit peu un point de rupture où ils disent là ça ne fonctionne plus et s'adressent alors dans des institutions. D'autres qui ne souhaitent pas être abstinents totalement, mais que cette consommation ne soit plus aussi ravageante que ce qu'elle était avant peut-être. Alors c'est pas très grave pour nous que les patients rechutent. Ce qui est important, c'est qu'on puisse en parler avec eux, qu'ils puissent venir nous dire « Merde, Flore, je m'en sors pas, j'ai de nouveau reconsommé, comment est-ce que je peux faire ?» Et dans la même logique, les gens qui viennent ici veulent parfois arrêter certaines substances, mais pas d'autres. Quelqu'un qui fume des joints tous les soirs a peut-être pas plus d'autres produits, a peut-être décidé d'arrêter tous les autres produits, mais pas son cannabis. Parce qu'il se rend compte qu'un joint le soir, ça lui facilite vachement le sommeil et qu'il s'endort mieux. En fait, pour nous, est-ce que c'est un problème que quelqu'un fume quelques joints le soir? Et donc, du coup, est-ce que ce serait un problème? On ne le sait pas, mais qu'ils aient un peu de détention de cannabis sur eux ou un plan de cannabis, enfin, c'est compliqué. Alors, moi, je ne suis pas du côté de la justice, ils feront leur travail, mais... L'idée, c'est pas de légaliser comme on a légalisé le tabac ou l'alcool. Parce que le problème avec ces produits, en fait, c'est qu'on en a fait la publicité et on a facilité l'usage. On a dit... dans les années 40, 50, 60,
L'alcool et le tabac, c'était super, quoi. On voyait ça dans toutes les séries télé, au cinéma, des publicités, le Cowboy Marlboro. On a nié les effets de ces produits et on a favorisé vraiment la consommation. Et je suis halluciné qu'il existe encore de la publicité pour des événements sportifs comme le football qui sont associés à des produits comme la bière. Je ne comprends pas comment ça existe encore. Je ne vois pas en fait qu'il y a de plus mal de boire boire une bière à 16 ans qui est légale, boire un casier de bière ou fumer 1 ou 2 joints. Je vois pas ce qui est le mieux. En sachant qu'à 16 ans, on peut déjà conduire en scout, on peut déjà faire des trucs comme ça. Maintenant, c'est pas le top non plus de conduire en fumant, mais voilà. Je sais pas ce qui est le mieux entre prendre un casier de bière ou fumer juste 1 ou 2 joints. Légaliser le joint, parce que maintenant, il y a tout le monde qui fume le joint. Tandis que les drogues dures, non. Tout ce qui est cocaïne, héroïne, tout ça, non. Je trouve pas que c'est banalisé. Le joint, c'est banalisé, mais bon, voilà, c'est comme je dis, pour moi, la cigarette est plus dangereuse, donc je comprends que ça se banalise de l'évolution, mais pour le reste, je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours eu. En tant que non-consommateur, soit je suis, dans un sens, je suis peut-être pour une légalisation, qu'on desserre un peu l'écrou, si je peux dire, au niveau du joint, mais qu'on le resserre au niveau cigarette. Que les lois soient revues et que, à la rigueur, tu puisses consommer ça chez toi et seulement chez toi, et la cigarette aussi, quoi.